Donc, pour parler un petit peu de Fabien, Fabien, il a 20 ans d'expérience dans la tech, il est CTO depuis plus de 10 ans. Il a travaillé chez Odigo, chez Solocal à plusieurs reprises d'ailleurs, chez WNP, il a été COO chez OptiTX et il est aujourd'hui Head of Engineering chez JobTeaser depuis maintenant 4 ans. JobTeaser, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le leader européen du recrutement et de l'accompagnement des jeunes talents. Ils sont spécialisés dans la sortie d'école, en fait. Et ils sont très présents sur les écoles, ils ont des partenariats. Ils sont actifs dans 25 pays avec plus de 350 employés en Europe. C'est une belle boîte. Et le sujet du jour, ça va être les clés du succès des projets informatiques. Donc Fabien va nous parler de ce qui est pour lui les deux piliers des clés du succès d'un projet technique. Je vous fais pas de spoiler sur le sujet, je vais le laisser présenter ses infos enfin, comme il le souhaite. Mais un des piliers quand même, c'est le lead time. Et du coup, on a une petite question pour vous en introduction, un petit slido. On va vous mettre un QR code à scanner. Et l'idée, c'est de savoir qu'est-ce que c'est pour vous le lead time. Ça va être un petit moyen d'évaluer l'audience pour nous et d'avoir une introduction sympa pour Fabien. Euh, voilà, donc vous flashez le QR code. L'idée, c'est qu'est-ce que c'est le lead time? Est-ce que c'est le temps entre le début et la fin d'un projet? Est-ce que c'est le temps avant l'arrivée d'un lead sur le projet? Ou est-ce que c'est le temps entre la détection d'un besoin et la mise en prod qui répond à ce besoin? On vous laisse répondre à ça. Et pendant que vous répondez, je vais vous parler un petit peu de TPC. TPC, donc The Product Crew, on est un petit peu les copilotes du recrutement. On accompagne les talents et les entreprises dans différents sujets, que ce soit de la marque employeur, des ressources à destination de la progression sur vos métiers. On accompagne les startups et les scale-up ambitieuses dans leur image de marque et dans leur recrutement et les talents dans leur progression. On a une vision qui est d'aider à bâtir les futurs champions européens de la tech. C'est ça notre credo. Donc pour ça, on a créé une communauté un peu sélective qui réunit les meilleurs talents du dev, du product, de la data et du design. En 2 ans, on est devenu 10 000 membres qui s'aident à progresser dans leur métier et en continu. Et comment on fait ça? On propose des ressources techniques, des événements, du coaching, des webinaires comme celui-ci, des documents générés par nos membres sur différents sujets, des gros dossiers. Il y en a un d'ailleurs qui est sorti ce matin. Je vous invite à me suivre sur LinkedIn pour le voir. Et on aide aussi nos membres à trouver leur prochain job au sein des meilleures startups et entreprises tech. On a plus de 800 entreprises tech qui nous suivent. On met en moyenne 30 jours pour leur proposer un recrutement et au bout de 24 heures seulement, on envoie des profils qualifiés pour leurs besoins. Donc, si vous êtes en recherche de recrutement aussi, n'hésitez pas. Comment ça se passe? C'est assez simple. On va vous proposer deux QR codes. Un QR code à droite pour participer, pardon, un QR code à gauche pour participer au sprint de recrutement en cours. Donc, on vous demandera quelques infos, vous rejoignez la communauté et derrière, si vous le souhaitez, vous pouvez participer au sprint de recrutement et montrer votre profil aux entreprises partenaires. Et si à l'inverse, vous êtes en recherche de nouveaux talents, vous flashez le QR code de droite pour, euh, pour nous exprimer votre besoin et qu'on vous présente des talents intéressants pour vous. Voilà. Du coup, on va revenir rapidement au Slido pour voir un petit peu les réponses du questionnaire. Voilà, c'est intéressant, c'est même très intéressant. Et on va laisser les résultats et je vais donner la main à Fabien pour sa présentation, en commençant peut-être par rebondir, si tu le souhaites, sur ces résultats. À toi, Fabien. Merci Mathieu, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, résultat assez intéressant. Bon, petit échantillon de l'audience, les résultats partagés. C'est un sujet qu'on va voir pendant la présentation, effectivement, sur le lead time. Je vais y revenir, je vais reprendre la définition wiki, je vous la passerai ultra rapidement du coup, mais effectivement, le lead time, tel qu'on le conçoit et on le définit visuellement, c'est vraiment le temps qu'il y a entre l'identification d'une idée et d'un besoin auquel on veut répondre et la réalisation de la réponse à ce besoin. Et on va voir que c'est quelque chose d'assez important. Hop. Alors, je vous partage mon écran. Hop. Alors, peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais présenter le contexte de Job Teaser. Au Job Teaser, la mission, donc comme Mathieu soulignait, on est leader européen sur le recrutement de jeunes talents. Et la mission de la société, c'est de préparer la nouvelle génération de demain pour atteindre leur plein potentiel, embrasser le futur avec optimisme
et laisser leur marque sur le monde. Alors, c'est assez ambitieux, ça implique un certain nombre de choses. Concrètement, déjà, la particularité de notre plateforme, c'est que nous sommes une plateforme qui a trois personas. On est au service des étudiants, on a un pool potentiel de 5 millions d'étudiants et jeunes diplômés à travers l'Europe. Ça se fait à travers 800 écoles et universités qui sont équipées de notre plateforme et qui permettent à 250 000 recruteurs de publier des job ads pour justement toucher les talents qui les intéressent, aussi bien pour des stages, des alternances, des premiers emplois, etc. Donc on a la particularité d'être vraiment à la croisée des chemins de différents besoins, parfois un peu orthogonaux. En quelques chiffres, Job Teaser est présent dans 25 pays, essentiellement en Europe. On est à peu près 320 collaborateurs, donc 90 à la Tech and Product, pour vous donner à peu près une idée. Et on a fait donc 68 millions de levées. Donc 90 collaborateurs Tech and Product, ça veut dire qu'on a globalement le fameux modèle Spotify avec des tribes, des squads au sein de chaque tribe. Et globalement, on a trois tribes produits, une par persona. On n'a pas trop d'originalité là-dessus. Plus une tribe plateforme avec des SRE, etc., qui nous aident à opérer la plateforme et la maintenir vivante en permanence. Alors, pourquoi ce webinaire? En fait, comme le soulignait Mathieu, donc moi j'ai quelques années d'expérience au compteur, je commence à être un peu un dinosaure. Donc j'ai vu défiler un certain nombre de projets dans des organisations petites et grosses, des projets DSI, des projets produits, des projets pour des clients grands comptes, pour du SMB, du SaaS. Et je me suis rendu compte que les projets qui étaient les plus réussis avaient deux traits qu'ils partageaient. Le premier, c'était d'avoir un lead time réduit. Et le deuxième, d'avoir une communication qui était très maîtrisée. Donc ça paraît un peu basique de dire ça, mais en vrai, c'est absolument essentiel. Et si vous voulez réussir vos projets, c'est un peu incontournable. Un autre point aussi de pourquoi je me suis focalisé sur ça, c'est qu'on a beaucoup de documentation, de webinaires, de podcasts, de blogs sur comment rater son projet ou des erreurs à ne pas faire. Et finalement, on avait assez peu de littérature sur comment réussir son projet. Je me suis dit que c'était assez intéressant de voir des projets informatiques sous cet angle de la réussite plutôt de comment échouer. Alors parlons du lead time justement. Donc, je reviens pas dessus, on a vu, donc c'est le temps, je vous ai mis la définition anglaise, elle n'existe pas en français, mais vous voyez très bien l'idée, je pense. Et concrètement, je vais commencer par des résultats pour vous montrer un petit peu ce qu'on a réussi à faire sur cette année. Le lead time moyen chez nous, donc c'est quelque chose qu'on mesure sur chacune de nos tickets, nos user stories. On est sur un lead time d'1,2 jour en moyenne sur l'ensemble de la tech and product et on a amélioré ce lead time, on l'a quasiment divisé par deux par rapport à l'année précédente. Et pour vous donner un peu de perspective, aujourd'hui sur notre plateforme, on fait à peu près 14 déploiements par jour en moyenne, évidemment, hein. Et là aussi, on a plus que doublé par rapport à l'année précédente. Donc on est plutôt content de ces résultats. Et du coup, bah, comment on fait ça? Alors, j'ai essayé de vous modéliser avec toute la finesse d'un tractopelle mon approche du lead time. Concrètement, ce que je dis, c'est que du lead time, c'est une complexité qui va déterminer le temps qu'on va passer hein, sur un sujet. On a un petit facteur de context switching, je reviendrai dessus après. Et cette complexité avec ce context switching, eh ben, on va le diviser par la disponibilité des équipes auxquelles on retranche le run qui vient un petit peu plomber la disponibilité des équipes. Là, on est vraiment sur le truc avec une finesse incroyable. Et concrètement, si on regarde la disponibilité, il y a quelques enseignements à tirer. Là, je vous cite quelque chose dont l'auteur est Paweł Brodzinski. Je vous ai mis le lien dans les slides. Donc, c'est un billet qu'on peut trouver assez librement. Et il s'est intéressé au slack time value des équipes. En fait, plus généralement, c'est au slack time value des systèmes. On pourrait faire l'analogie avec un ordinateur, vous verrez que ça peut être pertinent. Donc, ce qu'il dit déjà quand il s'intéresse au lead time, c'est que plus une équipe est chargée, plus un système est chargé, plus le lead time a tendance à exploser. Donc, au début, ça se passe relativement bien, et puis à un moment, on voit qu'il y a un point d'inflexion qui rend la courbe exponentielle. Une analogie qui parle bien, c'est si votre micro-ordinateur est super chargé, vous avez la CPU à 200%, vous essayez d'ouvrir un gros Excel, ça va mettre un temps assez long pour s'afficher, vous rendre la main. Bah, c'est une bonne analogie. Ok, très bien. Et puis s'intéresser à côté économique de ça. Donc, il dit voilà le coût du délai, donc il traduit le lead time en coût du délai, c'est assez binaire, et il superpose à ça le coût de la non-utilisation des systèmes. Donc là c'est linéaire, c'est assez simple, on dit quoi?
Si on n'utilise pas les équipes, on a 0% d'utilisation, bah 100% du coût, enfin, 100% du coût clairement repose sur l'entreprise, on n'en tire aucun bénéfice. Et si les équipes sont utilisées à 100%, ben on a 0% d'inaction, assez intuitif. Et quand on superpose les deux courbes, on peut voir quelque chose d'assez intéressant, c'est que le coût total, le coût économiquement idéal, finalement, il n'est pas à 100% de charge des équipes. C'est un peu contre-intuitif. On peut se dire que plus une équipe est chargée, plus c'est économiquement optimal pour une entreprise. En fait, c'est pas complètement vrai. Et c'est valable pour tout système. On le voit, là, il y en a un creux de la courbe. Là aussi, hein, on est avec la finesse d'un tractopelle, qui nous dit que globalement, le taux d'occupation économiquement idéal pour des systèmes, et une équipe est un système, c'est environ 80%. Alors, c'est pas vrai pour toutes les équipes, c'est pas vrai pour tous les systèmes. Si par exemple vous prenez une caserne de pompiers, le coût économiquement idéal, c'est pas 80%. On a plutôt envie qu'il soit peu chargé pour pouvoir intervenir rapidement s'il y a un incendie ou s'il y a un problème. Mais globalement, ça marche plutôt bien avec des squads, avec des équipes informatiques. 80% de charge et de planification, ça vous laisse de la bande passante pour gérer l'imprévu, gérer les incidents, des problèmes, des changements de priorité, etc. Ok, donc ça c'était pour la disponibilité des équipes. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose qu'on connaît tous, le run. Alors, ce que j'appelle le run, c'est la maintenance au sens très large du terme. Donc, la maintenance, c'est quoi? C'est le fait de traiter des bugs, d'intervenir sur des incidents, de traiter aussi des demandes d'amélioration de la part des utilisateurs parce que on a un truc, c'est un peu inconfortable à utiliser, donc on aimerait bien améliorer le fonctionnement d'un produit. Donc, tout ça, c'est ce qu'on appelle du run. Et le run, dans le cycle de vie d'un projet, ça représente 40 à 80% des coûts de fabrication logicielle. Donc c'est en fait la phase la plus importante du cycle de vie logiciel. C'est souvent celle sur laquelle on est le moins préparé, mais c'est de loin la plus importante. Et sur ces 40 à 80%, il y a seulement 17% qui sont liés à la pure correction de bugs. Et une autre information intéressante, toujours tirée, je ne l'ai pas cité, mais du Fact and Fallacies of Software Engineering de Robert Glassman, c'est vraiment une mine d'or. Je vous recommande ce livre, et cet ouvrage, il est très rapide à lire d'ailleurs. Il a étudié des milliers de projets informatiques, et un autre learning de ce livre, c'est que 30% du temps qu'on consacre en maintenance, c'est du temps qu'on utilise uniquement à comprendre l'existant. Donc, pas du temps à coder, pas du temps à écrire de la documentation, pas du temps non, juste à comprendre comment fonctionne l'existant et c'est juste énorme. Si vous ramenez à tout le cycle de vie du projet logiciel, ça veut dire qu'entre 12 et 24% du coût total de votre software, vous l'avez passé juste à comprendre comment il marche. Alors que c'est vous qui l'avez créé quand même. C'est un peu paradoxal quelque part. Et du coup, une fois qu'on s'est dit ça, OK, qu'est-ce qu'on fait? Bah, il y a deux grands axes qui sont assez alors, simples, entre guillemets, à mettre en œuvre. Le premier, c'est un peu contre-intuitif, c'est de positionner plutôt des personnes seniors ou au moins d'avoir des profils seniors dans les personnes qui sont en charge de la maintenance. Ça peut paraître évidemment la tâche la moins sexy, mais en vérité, c'est la tâche qui demande le plus de compétences parce qu'il y a un existant qu'il faut appréhender, il y a un contexte d'utilisation, on a une complexité qui est bien supérieure avec créer un produit d'une page blanche. Et donc, c'est là où vous avez besoin de vos meilleurs éléments pour accompagner ou en tout cas pour prendre en main ces charges de maintenance. Alors évidemment, si vous les mettez que sur de la maintenance, peut-être un problème de rétention, mais en tout cas, c'est important d'avoir des seniors impliqués sur ces activités. Et là, j'enfonce des portes super ouvertes. Évidemment, une documentation pédagogique est facilement accessible. Je vous le recommande aussi également sur le decision statement, qui est souvent quelque chose qu'on oublie quand on fait de la documentation. On prend une décision, elle paraît pertinente à des gens qui sont présents dans la boîte à un moment donné. Et puis, 2 ans après, peut-être que des nouvelles personnes sont arrivées, le contexte a changé, on n'a plus l'esprit dans la décision et on va rechallenger les choix qui ont été faits, les orientations techniques, les orientations produits, etc. Et on va perdre un temps important à reprendre les mêmes décisions. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et qui va vous faire gagner du temps sur ce côté 30% à comprendre l'existence de votre produit. Alors maintenant, parlons du context switching. Je vous ai mis un graphique, il y a assez peu de littérature et d'études scientifiques sur le context switching. J'ai trouvé quelque chose là dans le Quality Software Management System Thinking de Weinberg sur l'impact du context switching. Donc je vous ai mis un joli graphique que je vais un petit peu expliciter. On le voit là, il y a un nombre de sujets simultanés, donc un nombre de projets.
et on voit le pourcentage d'efficacité d'une personne sur les 10 projets. Donc, quand il y a un seul projet en simultané, on voit que la personne est 100% efficace sur le projet, tout va bien. Et puis, elle a un deuxième projet. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est efficace à 40% sur chacun des projets, et il y a 20% qui sont dissipés. Donc là, on perd 20% d'économie, 20% d'efficacité sur les projets parce que la personne est sur deux sujets à la fois. Pareil sur trois projets. Trois projets, là, on voit que c'est 20% par projet et on dissipe 40% dans la nature, etc., etc. Et en moyenne, il y a une littérature là-dessus, on perd 40% d'efficience et ça peut monter à 80% sur le fait de faire du context switching. C'est quelque chose qu'on connaît tous et il y a une façon assez simple, si vous avez besoin d'évoquer ce sujet avec des décideurs, vous pouvez l'illustrer très facilement. Moi, c'est quelque chose que j'adore faire avec des CEO. C'est je leur demande d'écrire sur un tableau blanc, sur deux lignes, prénom, nom. Donc, dans mon cas, Fabien Duché. Je chronomètre le temps que je mets. Et après, je leur demande de faire la même chose, mais en écrivant une lettre prénom, une lettre nom, une lettre prénom, une lettre nom. Et selon les noms et prénoms de vos interlocuteurs, vous allez voir qu'ils vont mettre en moyenne entre 10 et 100% de temps en plus pour arriver au même résultat, c'est-à-dire d'avoir écrit prénom, nom sur deux lignes. Donc ça, c'est une bonne illustration de l'impact de ce context switching. Et le pourquoi, il est relativement simple, c'est que au minimum du minimum, et ça peut être beaucoup plus, il faut un être humain entre 3 et 5 minutes pour être en pleine condition de maîtriser une tâche après un changement de contexte. Donc on parle de pleine condition de maîtriser une tâche, donc pas le côté j'ai une oreille distraite et je suis capable de recatcher une conversation, on parle vraiment d'être en capacité de délivrer quelque chose d'impactant dans une conversation ou dans un projet. Et évidemment, comme on est des êtres humains, on n'est plus sujet aux erreurs, contrairement à l'ordinateur qui gère plutôt bien le contexte switching. Ok, donc une fois qu'on s'est dit ça, si je ramène au sujet du lead time dans sa globalité avec mon équation en tractopelle, comment je l'ai mis en œuvre chez Job Teaser ou comment on l'a mis en œuvre, hein, parce qu'évidemment, c'est plutôt un travail d'équipe. Donc le context switching, on s'est donné une règle, c'est de ne pas avoir plus d'un seul focus de build par équipe. C'est hyper important, un sujet à la fois, sinon on perd du temps. L'intégration, on a une phase post-release majeure dans laquelle on va nettoyer le code, virer, mettre les tests end-to-end qui nous manquent, virer des branches mortes, documenter, nous assurer que les personnes, les stakeholders ont bien le bon niveau de documentation pour pouvoir revenir dessus 6 mois après, un an après, etc. Et tout ça, ça nous permet de passer sereinement au sujet d'après et de ne pas se manger un contexte switching pendant 2, 3 mois parce que on a livré en prod en urgence, on l'a mal fait et après on est revenu sur un autre sujet. L'analogie que je prends aux équipes souvent, c'est de dire, quand vous faites un ravalement de façade, le ravalement de façade, il est terminé quand l'échafaudage est retiré, pas quand le mur a été ravalé. Ben, c'est pareil sur nos projets. Retirer l'échafaudage avant de passer au chantier suivant. Disponibilité des équipes. Moi, c'est une règle d'or, pas plus de 80% de charge sur les équipes dans les planifications de build. Là, on est en plein exercice de préparation du prochain trimestre, par exemple. Là, c'est une règle qu'on va appliquer. Je veux garder de la bande passante pour gérer du mou, des imprévus, des incertitudes ou simplement du retard sur nos projets. Sur la maintenance, qu'est-ce qu'on fait? Bah, Definition of Done qui inclut un certain nombre de points, notamment sur la documentation facilement utilisable et accessible. Moi, j'aime bien bêta-tester avec des gens qui ne sont pas sur les projets pour voir s'ils sont capables de répondre à des questions du type bah, je cherche une information, comment je fais pour la retrouver? Et dans le trimestre, j'aime bien avoir une guideline où je demande aux équipes de faire un sprint off cycle, qui n'est pas un sprint consacré à des projets, qui est piloté par l'engineering manager de nos équipes et pas par le product manager, et sur lequel eh ben, on va pouvoir tacler de la dette technique, sur lequel on va se focus peut-être sur des retours utilisateurs, des corrections de bugs mineurs, etc., etc. Donc un sprint qui est vraiment dédié au cleaning et au ménage régulier et au bon entretien de notre plateforme technique. Voilà, donc tout ça, c'était sur le sujet du lead time. Maintenant, je vous propose de passer au deuxième pilier, qui est le sujet de la communication et qui est éminemment intéressant. Alors la communication, j'ai pris une statistique qui est issue du Chaos Report de 2015 qui mesurait l'impact des différents, je dirais, critères de succès des projets. Et on voit que pour au moins 30%, la communication est importante. Un, dans le sponsorship de l'executive team, par exemple, ou dans les relations avec les stakeholders. Et ça pèse plus que la mise en place de processus type agilité, etc. Et, et en fait, c'est au moins 30%, et c'est le vraiment super, super clé dans la réussite de vos projets. Vous pouvez faire le meilleur projet du monde si vous ne savez pas le communiquer, c'est un échec.
Et alors moi, je me suis intéressé à la communication. J'ai repris, pour ceux qui le connaissent, l'étude de Daniel Kahneman. Daniel Kahneman, c'est quelqu'un qui est passionnant parce que c'est un prix Nobel d'économie, mais c'est pas du tout un économiste, c'est un psychologue à la base, un psychanalyste, qui s'est penché sur les biais cognitifs. Donc c'est lui qui a fait pas mal d'études scientifiques avec son compère et qui a vulgarisé un petit peu ce sujet. Parce qu'il se demandait pourquoi est-ce que sur les places de marché, on prenait des décisions qui paraissaient déraisonnables d'un point de vue purement analytique. Donc il a beaucoup travaillé sur le sujet. Et il a proposé une modélisation qu'il a appelée le Thinking Fast and Slow, système 1, système 2 de pensée. Et qu'est-ce que c'est que le système 1, le système 2? Le système 1, c'est quelque chose qu'on utilise tous, mais vraiment tous. C'est totalement intuitif, inconscient, c'est rapide, c'est quasi instantané. Et il est intéressant d'un point de vue évolutif, c'est qu'il demande peu de glucose, il vous demande quasiment aucun effort. Typiquement, le système 1, c'est quelque chose, pour ceux qui ont le permis de conduire, quand vous conduisez une voiture, vous utilisez votre système 1, vous le faites sans réfléchir. Dès que vous faites une action sans y penser, vous utilisez votre système. Marcher, par exemple, souvent, voilà, vous n'y réfléchissez pas. Les avantages du système 1, c'est qu'évidemment, il est rapide. Il a également une propriété qui est extrêmement intéressante, c'est qu'il détecte les anomalies très facilement. Et c'est également quelque chose qui est à l'origine de la créativité. Malheureusement, il a quelques limites. Il est extrêmement crédule et par défaut, il considère vrai toute information nouvelle qu'on lui délivre. C'est le système 1 qui fait qu'on a tendance à croire des inconnus dans un bar, que la première fois qu'on lit quelque chose dans un contexte donné, on va prendre l'information comme vraie. Si un inconnu vous dit que le ciel est vert, est vrai, votre système 1 va se dire, bah, le ciel est vert, pardon. Votre système 1 va se dire, bah oui, c'est vrai, avant que vous dites, non, en fait, non, le ciel est bleu. Et évidemment, il est totalement sujet à tous les biais cognitifs. Donc, les effets halo, les biais de confirmation, etc. Tout ce qui est décrit dans le livre de Daniel Kahneman, justement, bah, le système 1, il tombe dedans à tous les coups. Malheureusement, le système 1, on l'utilise tout le temps et involontairement. Donc, c'est un peu piégeux. Mais l'organisme et l'être humain étant bien fait, on a également le système 2. Le système 2, c'est quelque chose, c'est un système qui est conscient, analytique, malheureusement lent et qui vous demande beaucoup d'efforts. Il est assez consommateur en glucose. Mais il a beaucoup d'avantages, c'est qu'il permet de résoudre des problèmes complexes. Il est très peu sensible aux biais cognitifs et par défaut, il est suspicieux. C'est quand par défaut, vous vous dites non, ça c'est faux, ça c'est pas vrai. Peut-être même ce que je suis en train de vous dire, par exemple. Vous êtes en train d'utiliser votre système 2. Dès que vous réfléchissez à un problème complexe, vous utilisez votre système 2. Les limites, bah, c'est qu'il est lent, justement. Quand vous voulez résoudre une équation complexe, quand vous êtes focalisé à interpréter des datas sur un fichier Excel, sur des dashboards, sur du tableau, whatever, c'est le système 2 que vous utilisez, ça vous demande du temps. Et ça vous demande de la concentration et de l'attention. Ça renvoie d'ailleurs au contexte switching. Et vous l'utilisez consciemment quand votre système 1 ne sait pas répondre à quelque chose. Donc, OK, système 1, système 2, super, Fabien, très bien. C'est quoi le rapport avec la communication? Ah oui, je vous ai mis, pardon, avant de répondre à cette question, je vous ai mis une illustration du système 1, système 2. Pour ceux qui le connaissent, je pense quasiment tout le monde. Si je vous pose la question, quel est le segment le plus grand? Euh, on a toujours intuitivement envie de dire le second, celui qui est au milieu. On ne peut pas s'empêcher de penser ça, même si on sait que c'est faux. Et évidemment, c'est faux, ils sont tous de même longueur. Donc ça, c'est une super illustration du système 1. Et donc le rapport avec la communication, bah, c'est que vous êtes obligé de parler d'abord au système 1 de vos interlocuteurs avant de pouvoir mobiliser leur système 2. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là. Alors, c'est réducteur partiellement vrai, hein. Évidemment, c'est pas aussi simple que ça. Mais concrètement, vous avez beaucoup plus de chances de réussir vos communications si vous communiquez au système 1 de vos interlocuteurs. Si vous voulez vous adresser d'abord à leur intuition, aux choses qui demandent peu d'efforts, vous avez de bonnes chances de toucher leur capacité d'écoute et de les mobiliser sur vos sujets et sur ce que vous allez partager. Et l'idée, c'est que je vais vous montrer à travers quelques exemples comment on peut faire ça. Déjà, quelque chose d'extrêmement important, ça touche à la pédagogie. Votre communication, c'est repeat, refresh, repeat, refresh. Communiquez régulièrement sur vos projets, vos initiatives, vos sujets. Créez une habitude dans vos interlocuteurs. Envoyez des messages réguliers pour tenir au courant de l'avancement de vos sujets, où est-ce qu'on en est. Même si vous vous dites qu'il n'y a pas des résultats extraordinaires, créez une habitude d'actualité. Ça va faire quoi comme résultat? Ça va vous permettre d'avoir des disagreeing commits qui sont facilités avec les stakeholders, avec des directeurs, avec des gens qui ont l'habitude d'avoir dans leur paysage vos sujets et vos projets.
Ça crée un pulse positif parce que vous envoyez le signal régulièrement qu'il y a des avancées, qu'il se passe des choses. Vous n'êtes pas en boîte noire. Vous êtes ouvert vers l'extérieur. Et ça vous permet un partage d'informations qui est très fluide parce que vos interlocuteurs n'ont pas à se concentrer parce qu'ils sont habitués à vos projets, ils connaissent le contexte, ils savent pourquoi vous faites les choses. Donc c'est facile pour eux d'appréhender et d'assimiler des nouvelles informations, même si l'information est une mauvaise nouvelle. On est en retard sur un projet, bah, c'est pas grave parce qu'il y a eu beaucoup d'autres communications avant où on voit de l'avancée. Et du coup, plutôt que de communiquer uniquement quand il y a une release majeure ou quand il y a une mauvaise nouvelle, et que vous preniez le risque que la mauvaise nouvelle arrive avant la release majeure pour dire par exemple que vous êtes en retard ou qu'il y a un blocage imprévu, bah, comme vous avez eu la récursivité de communication, bah, cette mauvaise nouvelle elle va être totalement digeste pour vos interlocuteurs. Vous n'avez pas à créer un effet panique avec plein de questions du type mais qu'est-ce qui se passe, comment ça se fait, pourquoi les équipes sont en retard, etc. Alors, autre point, je ne vais pas vous le jouer, mais je pense que cette illustration, vous la connaissez, c'est la scène du scribe d'Astérix Mission Cléopâtre avec la fameuse question du est-ce que c'est bien scribe? Euh, je ne vais pas vous la jouer. Par contre, il y a un learning qui est hyper important. Euh, the shorter, the better. Si vous voulez mobiliser le système 1 de vos interlocuteurs, si vous voulez continuer d'avoir l'attention de vos interlocuteurs, soyez court, soyez efficace. Si vous faites des messages à rallonge, si vous faites des phrases à rallonge, vous perdez vos interlocuteurs. Donc, de l'impact. Et pour avoir de l'impact, il faut être court. Moins vous utilisez de mots, plus chaque mot que vous utilisez a un impact et un poids qui est important. Donc, ne diluez pas votre message, soyez court et allez à l'essentiel. Autre point extrêmement important pour parler au système 1, on a vu qu'il était sujet à tous les biais cognitifs. Donc, ça veut dire qu'il faut que vous brûliez au lance-flamme, que vous éliminiez toute potentielle interprétation de vos interlocuteurs. Donc, comment on fait ça? On est factuel et on se donne une bonne hygiène de communication. Quand on utilise des termes comme beaucoup, beaucoup, ça veut rien dire. Mon beaucoup, c'est pas forcément le vôtre. Est-ce que ça commence à 2? Est-ce que ça commence à 1000? Je sais pas. Ça dépend du contexte. Donc, donnez un nombre. Contextualisez pour expliquer pourquoi c'est beaucoup. 70 sur 100 utilisateurs. Voilà, ça, c'est un nombre, c'est précis. On peut se représenter la chose. Et si c'est 70 sur 100, c'est quelque chose de grave par rapport à un 50 sur 100, contextualisez-le, expliquez pourquoi c'est grave. Ça ne marche pas. Alors ça, c'est quelque chose que je pense on a tous entendu beaucoup dans notre vie auprès d'utilisateurs. Ça ne marche pas. Le vrai point est quand vous remontez un ça ne marche pas, c'est pas de dire ça ne marche pas, c'est qu'est-ce que c'est censé faire et qu'est-ce qui se passe. Alors on raconte pas sa vie, hein, on reste court, mais on n'est pas dans l'interprétation et dans le jugement, on est dans quelque chose qui est factuel. Pareil, c'est lent. Lent, c'est subjectif. Si je dis c'est lent, là aussi, c'est pas la même lenteur pour vous que pour moi. Donc on donne un timing en secondes. Et là aussi, on peut expliciter pourquoi est-ce que cette lenteur peut être impactante. Si on est dans des systèmes qui doivent répondre en quelques millisecondes, ben, un timing en secondes, c'est évidemment beaucoup trop lent et on le contextualise. Si on parle d'utilisateurs, il y a des bonnes pratiques de SEO, on peut expliquer que bah, tiens, en dessous de 1 seconde, c'est quand même mieux pour avoir un bon score de SEO Google. Là, on est à 3 secondes, il faut qu'on améliore. Voilà, c'est factuel. Donc, habituez, prenez le réflexe d'avoir des communications factuelles, claires. Ce n'est pas des tableaux comparatifs sans fin. Encore une fois, on est court et précis. On est court, pardon, mais on est précis dans le court. Donc, en résumé, pour parler au système 1 de vos interlocuteurs et avoir passé les bons messages et avoir de l'impact, répétition, régularité des messages, on va droit au but, on est court et on est précis, factuel, sans aucune ambiguïté. Et déjà, si on applique juste ces trois règles-là, quelles que soient nos personnalités, nos styles de communication, notre aisance ou non à communiquer, qu'on fasse du Teams, du Slack, du mail, d'autres médias, peu importe, mais déjà, si on s'applique ces règles-là, cette bonne hygiène de communication, on a plutôt de bonnes chances d'avoir des communications qui sont fluides, sans friction et qui vont faciliter les moments qui vont peut-être être justement davantage en tension avec nos interlocuteurs, nos stakeholders, nos ex-com, nos clients ou même en interne avec les équipes. En conclusion de tout ça, quelque chose qui est extrêmement important. Donc, je vous ai partagé mes apprentissages dans des contextes peut-être propres à Job Teaser, même si honnêtement, ils sont vrais dans tous les contextes que j'ai pu traverser dans ma carrière. Je vous ai cité un certain nombre de sources, mais testez tout ça. Appropriez-vous ces idées, testez-les, éprouvez-les, adaptez-les si nécessaire. Rien ne vaut l'expérience. Ne me croyez pas sur parole, testez. Testez, 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 appliquez, observez.
ayez une démarche scientifique sur ça, et ça sera probablement le meilleur moyen d'améliorer vos succès, ou en tout cas de vous donner le maximum de chances d'être en succès sur vos sujets, vos initiatives et vos projets. J'ai beaucoup parlé. Il est temps pour moi de laisser la place au Q&A et à rebondir aux différentes questions qu'il y a pu avoir dans l'audience. Merci Fabien, c'était super intéressant et j'espère qu'on va avoir beaucoup de questions. Moi, j'en ai une déjà sur quand tu dis qu'il faut être factuel, pas mettre d'interprétation et donner des nombres. Tu dis ça, il me semble, pour décrire ta communication système 1. Et du coup, je me posais la question parce que si tu as besoin de préciser des nombres et des valeurs, tu demandes de la concentration. Donc, est-ce que tu n'es pas dans le système 2 à ce moment-là? Est-ce que tu arrives à trouver un équilibre? Alors tout à fait, c'est là où la répétition de communication va faire en sorte que le contexte dans lequel tu communiques ton KPI ne demande pas d'effort. C'est-à-dire que par exemple, si tu prenons l'exemple d'un temps de chargement de page, imaginons que ton initiative, ça soit je vais améliorer le temps de chargement de page pour avoir un meilleur SEO sur Google. Bah, la première fois, effectivement, tu vas peut-être davantage mobiliser le système de parce que c'est la première fois que tu en parles, donc ça va demander peut-être un petit peu plus de pédagogie. Et puis bah, les fois d'après, ça sera plus naturel parce que tu auras déjà eu cette discussion. Et l'idée, c'est d'être court, donc d'expliquer effectivement, donc voilà, quelques secondes, des secondes, ça parle à tout le monde. Donc c'est un chiffre que mes parents peuvent comprendre sans difficulté. Moi, j'aime bien prendre l'exemple de dire, voilà, si je raconte mon message à mes parents, qui sont pas du tout informaticiens, est-ce qu'ils comprendraient ce que je suis en train de dire? Donc ça, c'est hyper important. Et si je dois donner une ou deux phrases de contexte, pas plus, ben, je vais le faire pour permettre à mes interlocuteurs d'avoir le marchepied qui permet de facilement rester sur le terrain du système 1 sans rentrer dans je dois faire 3 heures de concentration à comprendre des tableaux Excel super compliqués, comprendre les 17 cohortes différentes mises en lien dans mon étude. Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais en tout cas, moi, c'est plutôt cette pratique-là que j'ai, c'est un chiffre dans un enrobage vulgarisé qui permet quand même à n'importe qui de pouvoir l'appréhender. Oui, je comprends. Du coup, c'est la régularité de la communication qui fait que le système 1 est sollicité et plus uniquement le système 2, peut-être Exactement. des mois après. Ok, on a une question de David Ronchaud, si on peut lui donner le micro, si David est disponible pour prendre le micro. Ouais, bonjour, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Très Oui, bien. Ouais, super. Et ben merci pour la presse, en tout cas c'était méga intéressant. Ma question c'était sur le sprint off cycle dont tu as parlé pendant le lead time. Comment est-ce que tu gères le fait qu'un sujet qui peut être entamé pendant ce sprint n'est pas terminé et du coup qui peut empiéter, j'imagine, sur d'autres sprints product qui viennent par la suite, quoi. tout à fait. C'est quelque chose qu'on coordonne entre l'engineering manager et le product manager chez nous. Donc, on a des squads assez classiques, hein. Engineering manager, product manager, des développeurs, du design. Et en fait, l'engineering manager est en lead de ce sprint off cycle, mais se coordonne bien évidemment avec son binôme product manager pour le positionner au meilleur moment possible. Et si on doit décaler, et ça arrive, eh ben on le décale. Donc, on sécurise le build évidemment et on le fait en bonne intelligence. Et on a la chance chez GeoTeaser d'avoir des product managers qui ont quand même aussi une bonne appétence technique et qui qui sont très à l'aise avec les notions de dette technique, qui sont très à l'aise avec les moments où on fait des shortcuts, où on fait un POC, bah derrière, il faudra débrancher, rebrancher un truc plus industrialisé, plus stable dans le temps. Et du coup, on a assez tôt dans les phases, je dirais, de discovery, de conception, des discussions assez honnêtes sur les différentes approches techniques et derrière, quelle sera la dette qu'on aura à payer, à quel moment on va la payer. Ok. Je sais pas si ça répond à ta question, si ça Ouais, t'aide. si c'est la réponse, je te remercie. Super, c'est de l'ordre d'avoir une équipe comme ça à côté de produit qui est capable de gérer. C'est quand même pas souvent, hein, de mon expérience, d'avoir des gens qui comprennent le principe de la deck technique et qui n'essayent pas de pousser vers plus de features plus rapidement au prix de la stabilité et de l'évolution long terme, qui est souvent le prix à payer derrière quand on fait pas les choses proprement. J'aime beaucoup comment vous le faites chez JobTeaser en tout cas. On a une question de Olivier Knell, une question slash remarque. Olivier, t'es avec nous? Est-ce que vous m'entendez? Yes. Ok, super. Oui, donc il y a pas mal de concepts là dont vous parlez avec le fait d'avoir des périodes de focus pour éviter le context switching, des périodes où où on va pas travailler sur du build. Tout ça, on le retrouve dans ShapeUp. Est-ce que vous êtes basé sur ça ou est-ce que vous suivez complètement les préceptes ShapeUp? Je me demandais comment vous étiez basé par rapport à ça. Alors, je vais être très honnête, je connais pas ShapeUp. Donc, du coup, maintenant, je vais aller m'y intéresser de plus près.
Euh, je pense que c'est fondamentalement en vrai du bon sens et je ne serais pas étonné qu'il y ait plusieurs modélisations de ça et plusieurs façons de l'appliquer. Je ne l'ai pas précisé, mais par exemple, dans nos sprints, on aime bien embarquer aussi bah, des sujets techniques. Typiquement, pendant un temps, on avait des sujets de chapter qui tombaient de chapter back, chapter front, fallait les embarquer, c'était compliqué parce que les devs devaient le faire, mais en même temps, on avait le Jira board qui embarquait pas ses tâches, etc. On a tout mis à plat et tout passe par le même board. Et en fait, une des clés, c'est aussi ça, c'est-à-dire qu'on a le. Après, on peut faire du Jira, linéaire, whatever, mais on met tout au même endroit et on priorise en équipe. Donc, engineering et product priorisent ensemble les différents sujets, que ce soit des tâches de build, des tâches tech. Et du coup, on en fait un petit peu de tâches tech au fil de l'eau dans les sprints, des petites tâches. Et on a l'off cycle qui vient faire un gros clean-up. C'est un peu comme le ménage de printemps qu'on ferait tous les trimestres, en gros. Ok, ok, très clair. Merci. Merci Olivier pour cette question. On a une question aussi de Louise qui n'est pas dispo pour imposer le micro, mais la question c'est de savoir comment cette méthode est accueillie par les stakeholders. Donc quand tu leur préconises de communiquer plus rapidement, enfin plus souvent, et que tu sollicites leur système 1, comment ils accueillent ça? Est-ce qu'il n'y a pas par exemple trop de communication, parce que ça fait aussi du bruit, hein, si on doit dire tout ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont OK avec le fait que tu sollicites le système 1? Qu'est-ce que ça donne au concret? En vrai, c'est une question qui est ultra intéressante. On utilise énormément Slack, nous, dans nos communications. On est très décentralisé. On pratique énormément l'hybride chez Job Teaser. Typiquement, mes équipes, moi, j'en ai 40% qui sont en full remote. J'en ai partout en France, j'en ai un peu en Europe. Et du coup, ça fait qu'on fait beaucoup de choses sur Slack, même quand on est à côté au bureau. Donc, on a énormément de channels, des channels sur des initiatives, sur des projets, sur des sujets temporaires, etc. Donc, on a quelques channels qui ont une nomenclature particulière sur lequel on sait qu'il va y avoir les communications d'avancement. Les équipes product battent la cadence régulièrement, donc font les communications. Nous, on les coach sur le fait de faire des messages qui sont clairs, qui sont percutants, qui sont impactants, qui donnent envie d'être lus et d'avoir le bon niveau, qui parle aussi bien à quelqu'un de l'excom qu'à quelqu'un qui est sur le terrain en train de discuter avec des clients ou des utilisateurs finaux. On a toujours des références avec les pages Notion parce que Slack, c'est bien quand on est connecté dessus, mais quand on est 3 semaines en vacances, rattraper toutes les communications Slack, c'est quasi impossible. Donc, on fait souvent des références aux pages Notion et on organise les communications pour avoir aussi des récaps. On a des HoloLens. Tous les mois, on va parler des gros sujets clés de la boîte. Et puis, évidemment, on a des sujets tech and product dont on parle parce que c'est des grosses initiatives qui vont apporter quelque chose auprès de nos utilisateurs et auprès du market. Donc, c'est aussi l'occasion de prendre le micro à ce moment-là et d'avoir une communication. Bah, forcément, quand on a 5 minutes de communication devant 300 personnes, on n'a pas le temps de raconter sa vie. Donc, on va à l'essentiel. Pourquoi on le fait, où on en est, c'est quoi les résultats, les nouveaux écrans, les nouveaux produits et puis les premiers résultats du terrain. Et en fait, on leur dit pas qu'on parle au système 1. Et on le fait. Et ça marche. Et s'ils ont des questions, on a toujours, moi, ce que je préconise beaucoup dans les présentations, par exemple, si on fait du Google Slide, du PowerPoint ou whatever, on a les conclusions et on travaille sur les conclusions, les idées clés, les messages clés. Et si on a besoin, on a les annexes, on va référer aux annexes. Mais c'est pas je déroule tout le détail pour après arriver à la conclusion, je vais perdre tout le monde en cours de route. Donc on est vraiment dans cette dynamique-là. Et dernier point, un petit tuyau Slack, ça peut vous aider si, comme nous, vous avez des milliards de channels ouverts. Moi, je les ai organisés par fréquence de lecture. C'est-à-dire, je me suis fait un groupe, une section Slack dans lequel j'ai tous ceux qu'il faut que je vois à temps réel. Un deuxième groupe qui est en dessous, qui sont globalement les channels que je vais monitorer une fois par heure, une fois toutes les 2 heures. Ceux que je vais monitorer une fois par jour et ceux, bon, bah voilà, j'y vais quand j'ai le temps. Et le fait de classer les channels de discussion, j'ai des sujets d'initiative, j'ai des sujets RH, de management, mes équipes. Je les ai mis aux endroits clés. Les incidents, par exemple, c'est tout en haut. Bah, ça me permet d'avoir une bonne hygiène et de ne pas rater les messages les plus importants. Super tuyau. Je connaissais pas la technique, mais c'est très intéressant. C'est une bonne Ah façon de si, de faire cette channel. ouais, ça marche vraiment bien, hein. Ça, c'est pour le coup, je suis très content de ce truc-là. Dernier point aussi qui est extrêmement clé, les organisations ont souvent beaucoup de discussions one-on-one entre personnes, des mêmes équipes ou pas des mêmes équipes. Moi, je suis assez pushy sur le fait de dire les discussions, vous l'avez dans le canal Slack. Et vous faites des fils de discussion sur les sujets, vous mettez un gros truc qui permet d'identifier voilà le sujet, et puis ceux qui sont intéressés vont lire, les autres non, et vous pinguez les gens pertinents dans la discussion, évidemment, quand vous postez votre message. Ça fluidifie énormément parce que des fois, quelqu'un n'est pas au courant d'un sujet, il va arriver à dire, ouh, mais moi aussi j'ai un sujet là-dessus, attention, on a peut-être des adhérences, ou j'ai cette information essentielle à vous partager. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc que je pratique également. Quand on commence en discussion privée, c'est difficile d'onboarder quelqu'un plus tard et de le rattraper sur ce qui a été dit. Et effectivement, c'est pas visible de tous, donc on perd cette notion d'impromptu de gens qui peuvent réagir juste parce qu'ils l'ont vu passer. Donc c'est ouais, c'est une super bonne pratique ça.
Une autre question de Mathieu Bourque sur la Discovery Delivery. Je vous laisse la parole. Ouais, bonjour, vous m'entendez? Yes, Oui. bonjour Mathieu. Bonjour. Ouais, comment vous gérez le discovery et le delivery en continu? Donc là, vous avez parlé beaucoup du delivery, mais pour préparer justement ce qui va arriver dans un futur proche ou peut-être un peu moins proche, donc toute la notion de discovery et notamment pour gérer le context switching pour une ou deux personnes, un tech lead ou je sais pas à ce niveau-là. Ouais, c'est une excellente question. J'ai pas encore réussi à craquer le point du context switching sur les tech leads slash engineering manager pour être tout à fait honnête. Ils sont à la croisée des chemins de trop de sujets. Donc je mitige, enfin on mitige hein, d'ailleurs. Ils sont pas sur les sujets bloquants et sur les chemins critiques en delivery. C'est-à-dire que nous, nos engineering managers font de la contribution individuelle, donc ils vont coder, dit autrement, et pusher des trucs en prod, faire des peer reviews, faire des ateliers de conception technique, coacher évidemment les développeurs. Moi, on leur demande de ne pas se mettre sur une tâche sur laquelle, si jamais ils ont du retard, ça va pénaliser l'ensemble de l'équipe et des sujets. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Sur les phases de discovery, moi, j'aime bien que les équipes soient au courant assez tôt parce les discussions engineering product sont toujours intéressantes. Il y a toujours des idées qui émergent. En tant qu'engineering, on est un peu, je dirais, naïf et innocent des sujets. On baigne pas dedans, donc il y a toujours une interaction intéressante pour le produit de voir les réactions des devs quand on leur présente des sujets. Et des fois, on a des discussions de type, écoute, si ça, on le fait pas, je peux te faire gagner 80% du temps sur la delivery. Ah, cool, bah tiens, ça tombe bien, c'est pas forcément un must-have, tac, tac, et voilà. Euh, et du coup, bah, on le cadence en préparant à l'avance les moments. On a des créneaux privilégiés dans la semaine ou dans le sprint ou dans le mois sur lequel on va faire par exemple des design reviews, sur lequel on va faire des ateliers sur bah, voilà, le prochain sujet sur lequel l'équipe produit est plutôt focalisée en disco, en interview utilisateur. Ils vont présenter aux développeurs où ils en sont, etc. Et hop, on va se focaliser sur ça. En revanche, on va pas passer 5 jours sur le sujet ou le faire en pointillé. On va vraiment le préparer à l'avance. L'emploi du temps des ingénieurs, c'est on essaye de faire en sorte qu'à partir du mardi midi, ils aient plus de meeting. Comme ça, ils organisent leur temps quand ils veulent. L'équipe organise son temps quand elle veut. Si l'équipe veut positionner un workshop après le mardi, c'est son sujet, hein, elle le fait comme elle veut, mais ils ont cette hygiène de s'auto-organiser. Et nous, sur le côté vraiment cadrage global à la tech and product, mardi midi, tous les meetings informels, ils sont passés. Donc le reste de la semaine, ils le gèrent comme ils veulent. Donc ça, c'est important. Et les rétros sont plutôt efficaces sur le comment on peut améliorer du temps. Les devs sont assez pushy sur le fait de ne pas être dérangé, de ne pas être défocus. Donc on a des discussions assez saines où ils savent se dire les choses. Là, on est sur trop de sujets, on fait trop de context switching et ils savent s'auto-adapter assez facilement. Donc on a cette chance-là. Heureusement, ça marche pas toujours bien, mais globalement, c'est quand même plutôt pas trop mal. Donc je dirais, bref, pour résumer, context switching, c'est surtout produit engineering manager qui le subissent. Et on essaye de préserver au maximum les devs de ça, mais en les embarquant quand même sur les sujets à venir petit à petit. Est-ce que ça répond un peu à la question, Mathieu? Ouais, c'est assez complet, ouais, super intéressant, merci. Ok, merci. Je voulais revenir un petit peu sur cette gestion que vous avez mise en place avec le retour sur la deck technique, la definition of done qui inclut la documentation, le côté un petit peu cool down après avoir fait un sprint ou après avoir en tout cas délivré la feature, le fait d'être focus sur un seul élément. En gros, la question c'est est-ce que c'est toi qui l'as mis en place et est-ce que ça a été difficile à vendre? Comment tu as réussi à ou la personne qui l'a fait a réussi à faire accepter ça par le top management qui généralement est pas très ouvert à ce genre de pratique? Comment ça s'est passé? Alors, comme souvent, bon, ça s'est fait un peu au fil du temps. Pour être très honnête, et toutes les équipes évidemment sont pas montées au même moment sur ces changements-là. Ça a dépendu des contextes et c'est plutôt on a saisi la balle au bon équipe par équipe quand on a le pu. Concrètement, c'est un sujet qui est by design bottom-up, parce que c'est les équipes se plaignent du contexte switching et d'avoir trop de sujets. Donc, généralement, c'est assez évident. Et en fait, moi, je me suis appuyé sur des mesures de temps qu'on passait en maintenance relevé effectif et pas du déclaratif. Alors, on utilise des outils pour ça qui est juste en mettant un tag dans une pull request, par exemple, on est capable de savoir, bah voilà, à la fin, l'équipe a passé tant de temps sur quel sujet, entre de la maintenance, du build, etc. Et ces outils sont précieux parce qu'ils permettent justement de montrer factuellement, bah voilà, l'équipe elle passe 50% à faire de la maintenance. Donc là, on a besoin d'avoir un focus soit de nettoyage, soit d'autre chose. Deuxième point, quand on a des projets qui driftent et on n'arrive pas à rencontrer leur projet initiative, hein, évidemment, selon les organisations, les frameworks que vous utilisez, quand on n'arrive pas en gros à rencontrer le go-to-market défini ou la deadline définie,
Évidemment, on va faire des rétros, des post-mortem dessus, plus spécifiquement dessus en tout cas. Et on va se dire, OK, voilà pourquoi on n'a pas réussi. Et souvent, le trop de sujets à la fois remonte. Donc, le côté embarquer les équipes, c'est facile. Comment je le vends après à mon exec? On a la chance d'avoir des gens qui intellectuellement comprennent ça, comprennent le fait qu'on fait un sujet après l'autre, ça va plus vite que d'en vouloir en faire plusieurs à la fois, même si de temps en temps dans la discussion, ça revient, mais on n'a pas la possibilité de glisser ce truc. Et je pense qu'on a une culture de la confiance qui marche bien et c'est peut-être ça la clé. Une des valeurs qu'on a et qui est reflétée aussi dans nos présentations, c'est un sunshine mistake et on assume de s'être planté dans des deadlines, dans une livraison, dans quelque chose. On ne le met pas sous le tapis, on encourage à en parler parce que justement on en apprend quelque chose. Alors, on n'en est pas forcément content, hein, évidemment, mais on assume et limite on en fait plutôt une force. Et le fait de dire bah, on avait trop de sujets, on s'est planté pour telle et telle raison, bah, comme on l'assume et que le discours il est le même que tu parles à un développeur, que tu parles à un engineering manager, à un product manager, ou head of, ou CTO, CPO, bah, quelque part ça te crée une cohérence et il y a une confiance de dire bah, voilà, quand on a réussi, on a dit qu'on a réussi, quand on s'est un peu raté, on le dit. Et du coup, si les équipes me disent, moi exec, qu'elles ont besoin d'être focus sur un sujet et qu'elles sont plus efficaces dans ce cas-là, bah, je leur fais confiance et je leur donne leur chance. Ok, super. Très bien, très Alors, bien. j'avais la chance d'être dans un terrain de jeu facile là-dessus, hein. Oh. J'en ai conscience. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Au passage, d'ailleurs, ça me rappelle une question que j'ai vu passer dans le chat. C'est quelqu'un qui demandait si vous recrutiez. En ce moment, on est plutôt flat en termes de staffing. Donc, quand il y a des départs, on recrute. Basiquement, on a très peu de postes ouverts. Mais faut pas hésiter à aller voir. Ça dépend des profils. Comme toutes les boîtes tech, il y a toujours un petit peu de turnover. Donc, il y a toujours des opportunités qui se présentent. Ok. Et je voulais un petit retour aussi sur. Tu nous as dit que tu étais organisé en équipe à la Spotify. C'est un modèle qui est très connu, qui est très mis en place un peu partout, surtout dans les startups, je sais pas si tout le monde a vu ça, mais en gros, qui a jamais été vraiment mis en pratique chez Spotify eux-mêmes. Et du coup, je me demandais ce que ça donnait pour vous. Est-ce que vous en êtes content? Est-ce qu'il y a des choses à revoir? Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Ouais, tout à fait. C'est quelque chose qui. Donc, nous, on est organisé en impact team. Donc, Spotify, on peut faire du future team, on peut faire de l'impact team au niveau des squads. Donc, future team, ça veut dire on a son périmètre, on ne touche que à son périmètre. Impact team, potentiellement, on peut intervenir partout, même si on a évidemment des focus en termes d'usage produit ou de persona qui sont plus spécifiques. Nous, on est en impact team. Ça veut dire qu'on définit quand même à côté un ownership map qui permet de dire s'il y a un incident, quelle équipe s'en occupe en fonction du module qui est touché. Et ça marche très bien sur le côté dès qu'une équipe est plutôt en autonomie et assez peu d'adhérence avec d'autres équipes. La limite du modèle Spotify qui pousse au maximum entre guillemets l'autonomie des équipes, parce que c'est ça aussi qu'on dit, hein, c'est-à-dire que chacun travaille sur son périmètre sans trop se marcher dessus. Ça marche plutôt bien, ses OKR pour le driver, etc. Dès qu'il y a des sujets qui vont être transverses à plusieurs équipes, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. Ça nécessite de l'hygiène en amont sur préparer le terrain. Typiquement, en impact team, ben, on a cette hygiène de dire voilà, je vais travailler sur ton périmètre technique pour telle et telle raison. On se coordonne avant côté engineering aussi sur bah, comment est-ce qu'on fonctionne, est-ce qu'on se donne du temps pour que vous puissiez aussi review ou pas nos PR avant qu'on livre en production, est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous avez architecturé le module, le code pour qu'on aille plus vite à l'essentiel et qu'on évite de faire des erreurs par rapport à des choses que vous avez faites. Donc ça permet aussi de garder un peu de cohésion technique, renforcée évidemment par les pratiques de chapter qui ont lieu régulièrement. Et côté produit, pareil, les product managers parlent entre eux assez facilement avec les potentielles synergies qu'il y a sur les différents modules ou les différents sujets identifiés. Donc, globalement, nous, on en est plutôt content. On l'a fait évoluer. Typiquement, la constitution des équipes, il y a un vrai sujet. On peut se planter très facilement. Si, par exemple, on met que des personnes fraîchement arrivées, moi, je l'ai connu en contexte scale-up, on venait de lever 50 millions. Donc, recrutement toute balle, on lance des équipes, on organise en tribe, etc. Et du coup, on s'est retrouvé avec des équipes où il y avait que des nouveaux arrivants. Et c'est beaucoup plus laborieux quand il y a que des nouveaux arrivants, parce qu'évidemment, by design, ils n'ont pas l'historique. Ça paraît évident hein, quand je le dis comme ça, mais ça a Ça été rejoint ce qu'on problématique. disait avant, pendant la présentation, de faire les choses les unes après les autres. Si tu recrutes tout le monde en même temps, tu vas galérer beaucoup plus que si tu recrutes une petite équipe, que tu la formes et qu'ensuite elle t'aide à faire avancer le deuxième batch, on va dire. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et pareil, au début, on avait des équipes avec des engineering managers, des équipes avec des lead dev, etc. Aujourd'hui, on est passé sur un modèle, on a un engineering manager par équipe et ça marche très bien.
Et je pense que je reviendrai pas en arrière, ou en tout cas chez Job Teaser, sur ce fonctionnement. Bon, super. Écoute, merci Fabien. On va pas tarder à arriver au bout du webinaire. Merci à tous d'être venus et d'avoir participé. C'était très intéressant. Le prochain live, ce sera avec Tefit sur redéfinir sa stratégie d'intégration. On vous invite à participer. C'était bienvenu. J'aimerais vous demander si vous avez, si le cœur vous en dit, de nous mettre une note sur 5 pour ce webinaire, savoir si vous avez bien aimé, pas aimé, ou si vous avez vraiment trouvé des insights incroyables. Et derrière ça, je vais laisser le mot de la fin à Fabien pour te transmettre ce que tu as envie. Bah, le mot de la fin, déjà, merci à tous pour vos questions et votre écoute attentive. J'espère vraiment, vraiment que ça vous a plu et que ça vous a donné des angles d'attaque un peu différents sur vos sujets. Et n'hésitez pas, je vous partagerai les slides, à me partager vos feedbacks là-dessus. Et encore une fois, appropriez-vous ça, testez-le. Ce que je vous ai partagé, c'est ma réinterprétation. Donc, je vous invite fortement à avoir la vôtre. Super. Merci beaucoup, Fabien. À bientôt tout le monde et bon appétit. Bon appétit, merci à tous.